pour une exploitation minière artisanale, responsable, éthique et durable en RDC, à la lumière du code minier et des normes internationales. Enjeux, défis et perspectives. Plus de 500 personnes attendues, parmi lesquelles le membre du gouvernement, le gouverneur de province, le chef de mission diplomatique, des entreprises nationales et multinationales du secteur minier, des analystes, des opérateurs miniers artisanaux, les entrepreneurs, des coopératives locales et la société civile. Avec le concours de province du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé et des Litouris. Cordial, bienvenue à tous. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette première livraison de l'actualité vespérale sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du président de la République à favoriser la mise en œuvre du pacte en intensifiant la coopération économique régionale et le développement. C'est le thème du 8e sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à ce 8e sommet par visioconférence. On s'en est suivi les adieux avec l'ambassadeur du Japon en RDC, Guylain Kabalundi, nous fait le point. Son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine dans la matinée de ce vendredi 20 novembre 2020, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par vidéoconférence au 8e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Présidé par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président en exercice de la CIRGL, ce sommet se tient dans un contexte particulier dû à la pandémie de la Covid-19. Le thème retenu, favoriser la mise en œuvre du pacte en intensifiant la coopération économique régionale et le développement. Ainsi, les 12 États membres de cette organisation ont passé en revue les 5 points à l'ordre du jour, à savoir la nomination du nouveau secrétaire exécutif de la CIRGL, l'état des contributions des États membres au budget du secrétariat et au fonds spécial pour la reconstruction et le développement, la présentation des recommandations de la réunion du comité interministériel régional, la présentation des recommandations de la réunion des ministres de la Défense sur la situation sécuritaire dans la région et enfin la présentation des recommandations de la réunion des ministres de la Santé. Juste après ce sommet, le chef de l'État a reçu en audience l'ambassadeur du Japon en poste en RDC, Hiroshi Karube, est venu faire ses adieux aux premiers citoyens du pays après 4 ans et demi passés en République démocratique du Congo. Le diplomate japonais qui dresse un bilan reluisant de son mandat a salué l'excellence des relations bilatérales entre la RDC et le Japon. Je viens ici aujourd'hui et pour dire au revoir à son Excellence, Monsieur le Président. La relation entre la République démocratique du Congo et le Japon est améliorée remarquablement. Le Japon a réalisé plusieurs projets de la coopération bilatérale. Quels sont ces projets que vous avez réalisés depuis que vous étiez ici? Par exemple, la construction de INPP à Lubumbashi et Bujimaï, et ainsi que la construction de INLB à Kinshasa. Et peut-être, on peut également dire le poids lourd. Aujourd'hui, ça s'appelle Avenue Congo-Japon. Son Excellence, Monsieur le Président, m'a exprimé son remerciement pour mon travail ici. C'est ce soir que le diplomate du pays du soleil levant quitte Kinshasa pour retourner à Tokyo. Le vote de la résolution sur le moratoire universel contre les exécutions de la peine de mort se tiendra du 14 au 20 décembre prochain à New York. Mwamba Mushikonke, président du CNDH, est venu solliciter l'implication du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzenza. On l'écoute au micro de Gina Wabiwa. Nous sommes dans un plaidoyer pour le vote positif par la RDC du moratoire universel contre les exécutions de la peine de mort. Donc, à ce niveau, nous avons trouvé que la personne indiquée dans le gouvernement, c'est Madame la ministre d'État en charge des affaires étrangères, qui peut donner des instructions claires à notre ambassadeur au niveau de New York pour qu'on vote
ce moratoire. C'est ainsi que nous avons commencé notre plaidoyer au niveau du ministère des Droits humains, de la Justice, maintenant on est au niveau des Affaires étrangères, pour que cette fois-ci, à partir du 14 décembre au 20 décembre, qu'il n'y ait pas d'abstention au niveau de la RDC. Nous voulons passer des moratoires de fait au moratoire du droit. Donc, hors de droit, il faut seulement voter la résolution des Nations Unies. Vous savez, si nous devons parler de la peine de mort, nous sommes pratiquement le dernier pays africain à maintenir encore la peine de mort dans notre législation pénale. Il n'existe aucune corrélation entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et le taux de la criminalité. On ne peut pas dire que si on tue, il n'y aura plus de criminalité et vice-versa. Non, c'est une question de justice, ce n'est pas une question de vengeance. La RDC va donner un signal fort. Nous pouvons décider de ce que pourrait être notre pays et je pense qu'entre les 14 et les 20, ça sera une grande nation. Un peuple qui se regarde, qui vise le devant et qui se dit maintenant on doit se lever et on doit donner un signal fort au monde entier que nous sommes désormais un peuple dédié aux droits de l'homme. En coopération, sachez que le 3e Rallye d'Espoir, cette conférence internationale pour la paix organisée par la Fédération universelle pour la paix, se tiendra le dimanche 21 novembre prochain à Séoul. Les chefs d'État africains prendront part à cette messe internationale par visioconférence. Alain Bikaï nous fait le point. Millions de personnes vont participer par visioconférence à cette messe mondiale pour la paix qui connaîtra aussi la participation de plusieurs chefs d'État africains et du monde. Ces assises offrent un cadre d'échange et de réflexion à toutes ces personnalités qui voient de nouvelles possibilités de consolider la paix dans tous les secteurs du monde. Dr Ak Jack Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, sera l'orateur principal à côté de plusieurs présidents africains qui porteront la voix de l'Afrique. C'est notamment Uhuru Kenyatta du Kenya, Salva Kiir du Soudan du Sud et le président de l'Éthiopie. Selon le président de la Fédération pour la paix universelle, le docteur Thomas Holtz, ces travaux de rallye d'espoir visent à construire un monde unifié de paix durable autour des idées fondamentales d'interdépendance, la prospérité mutuelle et des valeurs universelles. Ces rallyes d'espoir, a-t-il indiqué, fait partie de l'effort mondial de la Fédération pour la paix universelle pour surmonter les barrières qui nous divisent et établir la paix dans la péninsule coréenne. Pour ce dimanche 21 novembre 2020, Dr Jack Ak Moon va transmettre sa vision et son message pour la paix à partir de Séoul, en Corée du Sud. Afin de la mission des experts du ministère des Ressources hydrauliques et électricité en Égypte, il était question d'aller visiter les sociétés du groupe Ejimac qui comptent fournir des équipements électriques en RDC dans le cadre de la coopération RDC-Égypte dans le secteur de l'électricité. Mireille Ndeke. Le protocole d'accord signé entre l'Égypte et la RDC dans le secteur de l'électricité vers sa concrétisation. La délégation du ministère des Ressources hydrauliques et électricité en mission en Égypte a fait la ronde de quelques sociétés du groupe Ejimac pour son agrément en tant que fournisseur des équipements électriques en RDC. 3 sociétés ont été visitées, à savoir XD Ejimac, une société chinoise d'une expérience approfondie dans la fabrication des équipements électriques, notamment les cellules de distribution, la parafoudre et transformateurs haute tension jusqu'à 500 kV. Dans la même optique, Shint Ejimac, une autre société chinoise expérimentée dans la fabrication des équipements électriques de basse et moyenne tension, a été également visitée. Et puis viendra le tour de Ejimac, la société mère. Créée en 1970, cette société que patronne l'ingénieur Meda Ramadan Ali, avec 40 ans d'expérience, est spécialisée dans la fabrication des équipements électriques haute tension, de cellules de distribution, des anneaux modulaires et cabines compactes avec transporteurs jusqu'à 2000 ampères. Il y a lieu de noter que lors de cette mission, les experts ont eu le privilège d'assister au montage de 2 cabines compactes destinées à la SNEL SA. Ceci entre dans le cadre de la promesse faite lors du séjour de la délégation égyptienne en RDC. Une mission très bénéfique pour la RDC car une fois le marché conclu, le groupe Ejimac pourra installer son atelier d'assemblage des équipements. Une première en RDC qui pourra à son tour fournir les équipements électriques mais aussi aux pays environnants.
En outre, l'installation effective du groupe EGMAC favorisera l'accès rapide à l'énergie par la population, occasionnant la croissance socio-économique du pays, avec effet d'entraînement dans le pays environnant. Vers la mise en place d'un fonds pour les voies fluviales et ferroviaires, l'Agence congolaise de la transition écologique met les bouchées doubles. Des recommandations ont été formulées pour sa matérialisation. Cédric Enina. Après les journées de réflexion sur l'état des lieux de voies fluviales et ferroviaires en République démocratique du Congo, organisées par l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, service spécialisé de la présidence de la République, la deuxième étape, c'est celle de la rédaction des textes portant création, organisation et fonctionnement du Fonds d'entretien de voies fluviales et ferroviaires FONEF. L'une des recommandations d'ailleurs de journée des réflexions. La cérémonie de lancement officiel de ce projet a été présidée par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière écologique, le professeur Dieudonné Moussibono, en présence de plusieurs experts. Pour les coordonnateurs adjoints de l'ACTEID, Jean Desdieux Minengou, l'objectif est de produire des textes qui répondent aux normes techniques et juridiques permettant au FONEF de fonctionner correctement et de remplir sa mission de réhabiliter et entretenir les voies fluviales et ferroviaires en RDC. De son côté, le conseiller spécial du chef de l'État sur les questions environnementales a souligné la nécessité de la mise en place de ce projet de loi. Donc le fonds là, il est bienvenu. De son excellence, M. le Président de la République attend les conclusions de ces travaux-là pour prendre l'ordonnance et créer les fonds et tout est bien effectué. De ce lundi 23 novembre 2020, à l'université de Kinshasa, des travaux proprement dits vont démarrer, tout d'abord par la mise en place de 2 équipes techniques et la clôture va intervenir ce 3 décembre 2020. Le monde a célébré hier la journée internationale des toilettes en RDC. Cette journée était marquée par une journée de réflexion organisée par le ministère provincial de l'Environnement en partenariat avec l'UNICEF et l'ASBEL, Agir pour un Congo à Seni. On fait le point avec Eugénie Dachabani. L'insalubrité des toilettes expose les utilisateurs à des maladies infectieuses. Certaines études des chercheurs ont démontré que les toilettes impropres sont des foyers de la COVID-19. Pour éviter cette deuxième phase de Covid qui fait déjà des ravages, il y a lieu d'assainir les toilettes. La Journée internationale des toilettes est une occasion de sensibiliser la population mondiale sur la lutte contre l'insalubrité des latrines. C'est dans cette optique qu'en République démocratique du Congo, l'UNICEF, en partenariat avec le ministère provincial de l'Environnement et l'ASBEL Agir pour un Congo à Seni, ont célébré la Journée internationale des toilettes à travers une conférence de réflexion. Pour les orateurs, les statistiques révèlent que 4,5 milliards de personnes à travers le monde n'ont pas accès à des toilettes saines et une centaine de millions font la défécation à l'air libre. Cette pratique pollue l'environnement. Pour promouvoir un environnement assaini, le gouvernement, l'UNICEF et l'ASBEL Agir considèrent que l'un des plus grands défis auxquels fait face la République démocratique du Congo, c'est l'éradication de la défécation à l'air libre. Pour cela, il faut l'installation des toilettes publiques propres et sécurisées. Il faut également inciter la population au changement des comportements. À l'issue de cette cérémonie, le professeur Matumwene Makwala, l'initiateur de l'ASBEL Agir pour un Congo à Seni, qui a comme devise promouvoir un environnement sain, spécifie le bien fondé de cette journée. Dans les ODD, il y a notamment un point qui prévoit que d'ici à l'horizon 2030, nous ayons tous résolu le problème de la défécation à l'air libre et que tous les pays également aient pu résoudre le problème de l'accès aux toilettes saines pour tous. Et donc il est temps pour nous que nous puissions tous commencer à réfléchir pour ensuite agir. Et le gouvernement national, pour y revenir, a travaillé ensuite sur l'élaboration d'une feuille de route sur la défécation à l'air libre. Tout cela, ce sont des initiatives extrêmement importantes qui sont prises, mais par des instances officielles. Des orientations pour lutter contre la COVID-19 et toute forme d'antivaleurs ont été données par la vice-ministre DLSU, Liliane Mbanga-Lwaboshi, qui a sensibilisé les étudiants de l'Université de Kinshasa et de l'Institut supérieur de commerce. Reportage.
Sous une pluie battante que la vice-ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Liliane Mbanga-Lwaboshi, a effectué une descente à l'université de Kinshasa. L'objectif étant de se rendre compte de l'application du calendrier académique spécial réaménagé pour l'UNIKIN ainsi que le respect des mesures barrières afin de lutter efficacement contre la propagation de la COVID-19. Liliane Mbanga-Lwaboshi n'a pas manqué d'inviter les étudiants à lutter aussi contre toutes sortes d'antivaleurs. Vous êtes capable de faire mieux dans votre pays, mais pourvu que vous puissiez avoir l'amour de votre patrie, et quand vous aimez votre patrie, vous allez lutter contre les antivaleurs. Les filles, vous êtes capables demain, après-demain, de devenir vice-ministre ou ministre de l'ESU ou du genre ou des affaires sociales, si vous voulez. C'est question de les croire et c'est question d'y travailler. C'est encore possible. À votre place, je dirais Amen. La vice-ministre de l'ESU est également tenue à visiter les toilettes du complexe scolaire Moamba, question de se faire une idée sur l'hygiène dans ce milieu scolaire. Ensuite, à l'IEC Kinshasa, le numéro 2 de l'ESU est allé faire un état des lieux de travaux de construction d'autres auditoires avant de s'imprégner du déroulement des inscriptions dans cet établissement. En marge de la 4e édition de la conférence minière de la RDC, le conseiller principal du chef de l'État en charge des mines, Michel Eboma, a présidé la réunion du comité de suivi des recommandations de la conférence minière de la RDC. Témoin de l'événement, Zaki Kikuta. Plusieurs points étaient abordés tout au long de cette réunion présidée par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de mines, Michel Eboma à Blavi. Notamment les voyages de la délégation à Kisangani, la disposition prise par la province de la Chopo, l'hébergement des officiels, les déplacements des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, les déplacements des membres du gouvernement, ainsi que l'état des lieux du bateau ITB Kokolo. Cela s'inscrit en marge de l'organisation de la 4e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de chercher à ce que toutes les conditions soient réunies, surtout celles qui concernent l'hébergement des personnes qui feront le voyage vers Kisangani. Nous sommes venus voir notre bateau. C'est pourquoi nous voulons faire remonter le bateau. C'est un bateau qui nous appartient, nous les Congolais. Nous devons l'exploiter et aussi pour encourager dans la société qu'elle puisse aussi avoir des fonds pour essayer d'arranger aussi. Les discussions vont continuer avec la direction générale de la STP pour que nous puissions nous convenir et que le bateau, dans les jours qui viennent, prenne le large pour la ville de Kisangani. Pour lier l'utile à l'agréable, le conseiller principal du chef de l'État en charge de mines, Michel Eboma, a effectué une visite au chantier naval. Question pour lui de faire l'état des lieux du bateau ITB Kokolo qui est sélectionné pour les déplacements et l'hébergement des membres à Kisangani. Et Christine Lenzo nous parle dans ce reportage du forum de haut niveau pour une migration décente. L'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes est l'une des composantes majeures des objectifs de développement durable. Malheureusement, en Afrique, ces objectifs stagnent encore. C'est ce qui justifie la consultation nationale de parties prenantes à Kinshasa en vue d'un engagement de pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour les adolescents éduqués en bonne santé et épanouis. Le docteur Jean-Pierre Ilboudou, représentant de l'UNESCO en RDC, a fait savoir qu'aucun pays de la région africaine n'a atteint la cible. C'est dans ce cadre que l'UNESCO, l'UNFPA, l'OMS, l'ONU-SIDA et d'autres parties prenantes soutiennent un processus conduisant à un engagement régional de haut niveau en faveur d'adolescents et de jeunes en bonne santé dynamique et autonome. L'engagement régional de haut niveau, approuvé par le ministère de l'Éducation et de la Santé, contribuera de plusieurs façons à améliorer les résultats atteints pour les adolescents et les jeunes en matière de santé et d'éducation. L'UNESCO, comme toutes les agences du système des Nations Unies, engagées dans la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, demeurera aux côtés du gouvernement de la RDC
pour l'atteinte de nos objectifs communs. La jeunesse des populations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre peut être un formidable atout pour le développement durable si seulement le gouvernement de ce pays s'investisse en faisant des recommandations pour améliorer la sensibilisation et renforcer les programmes nationaux d'éducation sexuelle pour aider à renforcer le mécanisme de coordination. Faisons un tour d'horizon dans quelques provinces de la République. Le Premier ministre du Kenya séjourne à Lubumbashi. Raila Odinga a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Suivez. Et il est venu dans le cadre du développement des infrastructures. Je suis venu ici pour me rassurer des différents défis sur le plan des infrastructures et aussi évaluer le potentiel sur le plan énergétique qui peut aider le reste du continent. Aussi, nous allons examiner la question relative au développement de l'industrie. Et si nous pouvons être à mesure d'utiliser les matières premières que nous avons en Afrique, puis leur donner une valeur ajoutée. J'aurai juste des consultations avec les gens que je vais trouver ici sur place. Je vais parler avec les autorités compétentes, le gouverneur ici. Aussi, je vais approcher les hommes d'affaires qui vivent ici. Et aussi, je vais m'adresser à la population. Thank you. Restons toujours dans cette partie du pays où le gouverneur Jacques Kabula a échangé avec les responsables de la FEC. Regardez. Il veut promouvoir l'entrepreneuriat local dans les domaines des infrastructures. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a instruit pour ce faire son ministre des tutelles d'examiner la faisabilité avec la Fédération des entreprises du Congo, section provinciale du Haut-Katanga. Cela grâce à l'application effective de la loi sur la sous-traitance. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Kachel Katembe, a ainsi parlé de la question avec le numéro 1 de la FEC au Katanga, Eric Munga Mumba. La question est d'une importance capitale pendant que le gouverneur Jacques Kabula a engagé la province sur la voie de la reconstruction et de la modernisation de ses infrastructures en général et des routes en particulier. L'autorité provinciale tient à ce que la loi soit complètement appliquée dans toute sa dimension. Et ce qui nous a réjouis, parce que comme vous le savez très bien, la sous-traitance va permettre aussi à éclore d'autres activités au niveau de la province ici, d'autres activités économiques. S'agissant de son secteur, nous avons bien voulu que les sous-traitants congolais puissent bénéficier des retombées de marchés à financement extérieur qui s'exécutent ici dans le cadre des infrastructures, tous les travaux. L'autorité provinciale du Haut-Katanga a fait de l'émergence de la classe moyenne haut-katangaise une des priorités de son plan de développement. Dans le Nord Kivu, l'Institut supérieur d'informatique et gestion a inauguré l'amphithéâtre de cet institut. S'en est suivi la collation des grades académiques. Regardez. Ce vendredi 20 novembre à l'Institut supérieur d'informatique et de gestion, ici Goma, présidé par le gouverneur Karline Zanzuka Sivita. Il s'agit de la clôture de l'année académique 2019-2020 à travers la collation des grades académiques et l'inauguration du bâtiment d'amphithéâtre dénommé Lux, construit sur fonds propres de l'ICIGE. Cette cérémonie a commencé par une procession dans les artères de Goma sous le rythme de la fanfare, puis la coupure du ruban par les gouverneurs de province, suivie d'une visite guidée des locaux de l'ouvrage qui a coûté près de 700 000 $ à l'ICIGE, somme collectée auprès des étudiants pendant 4 années académiques, et enfin la proclamation des résultats suivis de leur collation des grades. Le directeur général de l'ICIGE, professeur docteur Bachouira Nyenyezi Marie-Rose, a reconnu la collaboration de tous les staffs et les étudiants pour réaliser l'ouvrage qui augmente la capacité opérationnelle de l'ICIGE. Le bâtiment a été construit grâce aux fonds propres de l'institution à travers les efforts des parents des étudiants, 20 $ de frais de construction par étudiant. Sans dette ni crédit, l'ancien comité de gestion, grâce à son assiduité, à la rigueur de son management, est arrivé à finaliser ce chef-d'œuvre. L'architecte constructeur de ces bâtiments a donné les particularités de l'ouvrage qui résistera aux intempéries de la région. À travers leurs mots, les porte-parole des étudiants et les représentants des lauréats ont laissé le vœu de voir la société consommer les fruits issus de l'ICIGE.
Le rapport académique fait par le chef des travaux Kasuku Eric a révélé que 1750 étudiants ont régulièrement suivi les cours dans 5 filières à l'ICIJ Goma et 28,87% des réussites enregistrées en première session. Dans la province du Olomami, le gouverneur Denis Ngandou a clôturé au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire l'année académique 2019-2020 à l'ISP. Images et commentaires. C'est devant l'esplanade de l'ISP Kamina que la cérémonie de clôture de l'année académique 2019-2020, couplée à la collation des grades académiques aux lauréats, s'est tenue selon les us et coutumes de l'enseignement supérieur et universitaire. Devant le gouverneur ad intérim de Ngandou et le président de l'Assemblée provinciale du Olomami représenté. Dans son discours magistral dénommé Les affres du confinement, le directeur général de l'ISP Kamina, le professeur Fine Yumba Moussé Abanza, est revenu sur les vicissitudes de l'année académique 2019-2020. Les personnels qui ont travaillé normalement se sont vus honorés par l'octroi des diplômes de mérite avant que le professeur Kiloumé ne procède au vernissage du livre intitulé 4 ans de gestion à la sauvegarde, porté au fond bâtiment par le professeur Fine Yumba Moussé Abanza, DG de l'ISP Kamina. Par ricochet, il a conféré les grades académiques aux lauréats devant le gouverneur ad intérim de Ngandou et d'autres invités qui ont fait féliciter les lauréats. Pour nous, c'est un signe d'espoir que notre jeunesse, que nos familles s'intéressent aux études, facteur nécessaire au développement du pays et même de la province. Cela nous a beaucoup touchés et nous aimerions encourager les familles, la jeunesse, de continuer et aller de l'avant dans ce sens-là. Dans le but de booster le développement de la province du Haut-Tuélé, le gouverneur de province en ce jour à Kinshasa dans le cadre des consultations nationales a été reçu par le Premier ministre. Christophe Bassianenanga a également échangé avec le directeur général de l'Office des routes, Lopez Kakuba. Séjour pas du tout repos pour le gouverneur Christophe Bassianenanga, présidence de la République dans le cadre de consultations lancées par le chef de l'État, la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité. Le voici ici à l'office de route. Aux côtés de son homologue de l'Uturi, le numéro 1 du Haut-Tuélé est venu plaider plutôt une cause noble. Lorsqu'il y a des appuis budgétaires, que ça puisse appuyer aussi le gouvernement provincial. Au Haut-Tuélé, il y a déjà beaucoup de chantiers qui sont lancés. Juste après, les deux voisins prennent la direction de la primature pour y répondre à l'invitation de Sylvestre Ilunga Ilunkomba. Face au Premier ministre, Christophe Bassianenanga fait l'état des lieux de sa province. À plusieurs milliers de kilomètres au-delà se trouve la très célèbre localité des Beaux. Situé à un jet de pierre de l'Ituri, ce poste de contrôle et des contributions à perte de vue se métamorphose graduellement à une véritable zone de libre-échange conformément à l'idée de son géniteur qui y délègue son adjoint pour inspecter notamment cet aérodrome qui devrait révolutionner les échanges commerciaux dans toute la région. Aux côtés de Congo Airways et d'autres compagnies qui existent, que d'autres compagnies vont commencer à fréquenter les Haut-Tuélé, il deviendra vraiment fluide et à terme de circulation des personnes et de leurs biens. Avec l'acquisition de ce nouveau lot d'engins de génie civil composé de camions-bennes, le gouvernement provincial, qui a l'un des parcs automobiles le plus garni de 26 provinces de la RDC, envisage de booster ces chantiers en cours à l'image de ces routes, ponts, bâtiments publics pour la renaissance effective de la province du Haut-Tuélé. Samedi dernier, le chef de l'exécutif provincial a réuni le caucus de députés en vue de solliciter leur lobbying auprès du gouvernement central dans le recouvrement de certains droits et taxes dus à son entité afin de soutenir cet élan de développement incontesté de la province. Restons toujours dans cette partie du pays pour parler cette fois-ci de la justice, c'est-à-dire de la rentrée judiciaire. Suivez. C'est la deuxième rentrée judiciaire de l'histoire récente de la Cour d'appel du Haut-Tuélé qui se déroule dans cette salle paroissiale de la cathédrale Notre-Dame du Siro à présence du vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandro et de plusieurs personnalités locales. Au programme, 3 allocutions. D'abord, les plaidoyers du doyen du barreau, Maître Gato Libobo, sur l'accès en justice des personnes diminuées. Puis, le procureur général près la cour d'appel
Alphonse Toumba dans sa mercuriale sur les conflits fonciers. J'attire l'attention des autorités foncières de réception, d'instruction, de demande, de conservation et d'enregistrement des titres, des signatures et de validation des concessions foncières d'être respectueuses de la loi foncière. Enfin, le discours du premier président de cette cour, Emmanuel Chamanvo. Notre analyse montre que d'une part, l'objectif du protocole qui est de mettre fin à l'impunité des violences sexuelles dans la région de Grand Lac ne sera pas atteint et sa mise en œuvre ne sera pas efficacement assurée dans la mesure où l'efficacité d'un tel mécanisme repose sur les capacités des systèmes judiciaires internes. Dans la province du Sankuru, le gouverneur Stéphane Mukumadi a lancé les travaux de réhabilitation de la voirie de Lusambo. Ces travaux, financés par Foner, sont effectués avec expertise par l'OVD sur les avenues du commerce et Mobutu au centre de la ville de Lusambo. Il consiste notamment à réfectionner le pont sur la rivière Kabondo et à construire des caniveaux le long de ces deux avenues. Les agents de l'OVD, sous la supervision du directeur provincial, ont bravé dans la pluie pour creuser les caniveaux sur une bonne distance et couler du béton à la grande satisfaction de la population. Contacté par la RTNC Sankuru, le directeur provincial de l'OVD, Thomas Pungu Ndjadi, s'est exprimé en ces termes. Bon, les travaux évoluent normalement, ça fait à peine 3 semaines qu'on est à pied d'œuvre. Et s'il faut évaluer l'avancement des travaux, nous sommes déjà à 30%. Nous sommes convaincus qu'on sera dans les délais, puisque les délais prévus est de 3 mois. Nous ne pouvons que demander à la population de Lusambo de nous faire confiance et surtout de nous accompagner. Nous sommes là pour elle, nous travaillons pour elle, le travail va se faire comme il se doit jusqu'à terme. Terminons par cette page noire. Il aura marqué d'une empreinte indélébile son passage sur cette terre des hommes dans le domaine journalistique à la radio-télévision nationale congolaise où il a servi à la RDC avec professionnalisme. C'est le feu Joël Lungenza Bikanga, la rédaction française de la RTNC, lui rend à travers cette note d'au revoir qui porte la signature de Pierrot Mbuyu Seidi, un hommage mérité. Regardez. Nous sommes face à une maladie qui ravage le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à garder le bien-être? Joël Lungenza Bikanga, Yadjo pour les intimes, Abou Gaza pour les autres, Cordon, chef pour nous, tes frères et sœurs et collègues de la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, une fois de plus, tu nous invites, mais sans carte d'invitation. Cette fois-ci, ce n'est pas pour voir ton large sourire caractérisant tes blagues amicales, teinté d'un socialisme humanitaire, que tu distillais à cœur joie dans ton second bureau, situé sur l'arbre qualifié arbre palabre et de la sagesse au coin de l'avenue Kabinda, juste en face de la station d'essence de la RTNC. Ni encore pour contempler ton savoir-faire et ton savoir-être dans la manière dont tu présidais en temps record nos conseils et conférences de rédaction, aussi bien des 10h que des 14h. Ou encore Joël, pour assister à des réunions que tu coordonnais avec altruisme professionnel pour préparer la couverture médiatique des grands événements politiques de la nation tout entière, comme les cinquantenaires de notre indépendance, les sommets de la francophonie, les diverses consultations et multiples concertations politiques, sans oublier les congrès du Parlement, pour ne citer que ceux-là. Mais Lungenza, aujourd'hui tu nous invites plutôt pour assister à ton départ. Un départ vers le royaume de nos ancêtres, l'au-delà. Toi qui aimais la compagnie, la vraie compagnie, sur cette terre des hommes, tu voyais sans compagnon à plus, pour une destination inconnue. Dans ce périlleux voyage, un périlleux voyage sans retour, voyage que tout le monde déteste d'effectuer, tu es la seule personne qui l'accepte, laissant ainsi un grand vide autour de ta personne. Mais à la destination, sois la bienvenue et va en paix. Yadjo, Cordon, nous sommes dans la plus grande consternation.
de te voir partir pour ne plus revenir. Tu t'en vas dans un monde très difficile à définir, dans un monde des oubliés, oui des oubliés, que les communs des mortels appellent péjorativement feu Monsieur X, feu Madame Y, pauvre X, pauvre Z. Joël Lungenza, si tes œuvres sociales, même si tes prestations journalistiques, même si ton savoir-vivre resteront gravés à jamais en nous, dans nos mémoires, comme une boutique de souvenirs, une banque de données et une bibliothèque virtuelle que nous aurons à consulter de manière abstraite, comme un testament imaginaire que tu nous lègues en ces durs moments de séparation, nos âmes sont sous le choc de venir te dire au revoir, de te rendre des vibrants hommages mérités tout en souhaitant qu'elle te soit douce et légère, cette terre de nos ancêtres, et qu'elle repose vraiment en paix ton âme qui a servi l'Éternel sur cette terre des hommes. Lungenza Joël Bikanga, personne n'a pu te convaincre de changer d'avis pour ne pas voyager, ni nous, les membres de ta famille professionnelle, ni encore les membres de ta famille biologique, même pas l'Église catholique, ta famille chrétienne et spirituelle que tu as servi, tant dans la pastorale des enfants qui sont en Ouaricté qu'au niveau des mouvements de la jeunesse, notamment les Bilingués à Munda. Mais devant la fatalité de la vie, devant les contraintes sociales multiformes et multisectorielles, tu as jugé bon de partir et de laisser un vide impossible à combler et surtout de ne plus jamais revenir. Alors, adieu Joël, adieu Ngenza, adieu Bikanga, adieu Gordon. Eh bien, c'est par cette note triste que nous mettons un terme à ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales à 20h, Bobette et Ngali Samba. Au revoir. Vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de Mines organise la 4e conférence minière de la RDC dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo, du 14 au 16 décembre 2020. Avec comme thème principal, pour une exploitation minière artisanale, responsable, éthique et durable en RDC. À la lumière du code minier et des normes internationales. Enjeux, défis et perspectives. Plus de 500 personnes attendues, parmi lesquelles le membre du gouvernement, le gouverneur de province, le chef de mission diplomatique, des entreprises nationales et multinationales du secteur minier, des analystes, des opérateurs miniers artisanaux, les entrepreneurs, des coopératives locales et la société civile. Avec le concours de province du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé et des Litouris. Cordial